Bonjour. Alors, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un livre. Donc, ce livre traite des missions, méthodes, techniques spéciales des services secrets au XXIe siècle. Et donc, je vais vous le présenter. Il a été écrit par le lieutenant-colonel X. Alors, j'ai choisi ce livre pour cette vidéo. Bon, comme j'ai lu le soir avant de dormir, donc je lis toujours un livre sur ma tablette. Et donc, j'ai pas entendu vraiment parler de ce livre dans la presse, mais en fait, donc je me suis un peu intéressé et donc j'ai découvert quoi? Donc, lieutenant-colonel X, c'est comme ça qu'il se fait appeler. C'est un vrai lieutenant-colonel de la DGSE. Alors, il est vraiment un lieutenant-colonel. Il a fait toute sa carrière au sein de la DGSE. Alors, c'est un lieutenant-colonel de bureau, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il faut savoir en fait qu'il a reçu une formation d'officier traitant. Et donc, dans le livre, on aborde, moi ce que j'ai retenu le plus, c'est que ça ne m'a pas vraiment intéressé, mais j'ai un peu découvert des choses pour la DGSE. Et donc, ce qui m'a intéressé le plus dans le livre, c'est que on parle de manipulation, on parle de psychiatrie, de psychiatre. On parle aussi comment tuer un citoyen socialement, pas physiquement, socialement. Vous allez comprendre quand je vais aborder le sujet. Et donc il faut savoir aussi que, si je me rappelle bien, le lieutenant-colonel, je pense qu'il faisait de la subversion ou de la je sais pas, quelque chose comme ça avec l'Amérique du Sud. Je sais pas, mais il faut regarder ça. En fait, le lieutenant-colonel, il a une chaîne YouTube. Il y a 4-5 vidéos. On parle de manipulation, tous ces sujets qu'il maîtrise très bien. En fait, c'est pas un lieutenant-colonel de la télévision, donc c'est vraiment un lieutenant-colonel de la DGSE. Et je pense, si je me rappelle bien aussi, qu'il a eu des problèmes avec la DGSE, parce que la DGSE n'aime pas qu'il parle, qu'il dise des choses qui sont vraies, qu'il informe le public de certaines choses. Parce qu'en lisant le livre, il donne des cas précis qui sont très intéressants. Par exemple, comment neutraliser un citoyen socialement, donc ça je vais vous l'aborder. Il y a aussi un autre sujet qui m'a intéressé, c'est la psychiatrie, psychologie, manipulation. Il faut vraiment être un psychologue. Moi je ne suis pas psychologue ni psychiatre, donc je ne sais pas vraiment vous expliquer. Je vais vous expliquer avec mes mots à moi, c'est ce que j'ai compris. Dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. On parle aussi de manipulation, officier traitant, la formation. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place, qui se passe chez nous en France, quoi. Donc sur le terrain, comment recruter une source. Vous allez voir qu'il y a des intermédiaires qui sont dans la stratégie de recrutement et qui on va recruter, comment ça va se passer. Donc je vais vous expliquer un peu, vite fait bien fait, comment ça se passe. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Donc maintenant on va aborder le livre. Alors on va commencer par différents intervenants qui composent un réseau d'espionnage sur le territoire. Donc tous ces personnages jouent un rôle dans tout service secret. Donc vous avez le petit mouchard qui est un citoyen ordinaire, qui n'est pas un agent entraîné, qui use d'apparence avantageuse d'un innocent comme monsieur et tout le monde. Et donc, au cas par cas, il va recueillir des confidences à gauche, à droite, qui lui laissent la liberté de penser ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alors, ce dernier se prend un jeu qu'il a lui-même imaginé. Certains transmettent des informations importantes à la police, d'autres à l'administration fiscale, d'autres à un ami influent, etc. Donc, les petits mouchards, il y en a partout. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Alors donc ici, l'auteur il dit que quelques-uns vont se voir en agent secret, donc ils espèrent une reconnaissance pour leur travail, quoi. Donc ensuite, on a le contact à la DGSE qui s'appelle honorable correspondant, qui n'est pas un mouchard, mais il ne sait pas grand-chose de ce qu'il fait. Donc il ne peut que soupçonner qu'un ou plusieurs individus disposant d'un certain pouvoir écoutent avec intérêt ce qu'il rapporte. Son rôle est actif puisqu'il aide ponctuellement à la demande de la communauté du renseignement. Donc, à la différence du petit mouchard, le contact a une autre idée de ce qu'il fait et de ce qu'il est, puisqu'il justifie son action au nom d'un idéal. Donc, patriotique, politique, idéologique et religieux, quoi. Voilà. Donc, l'agent, maintenant on va parler de l'agent. Donc, l'agent, ça devient un peu plus sérieux.
Donc l'agent, c'est lui qui va manager les contacts, les honoraires correspondants. Et en fait, dans le livre, on apprend que pour tout réseau d'espionnage sur le territoire ou à l'étranger, il y a un avocat qui travaille avec le réseau. Et donc lui, son travail, c'est de faire qu'on ne puisse pas remonter la chaîne de commandement et qu'on ne puisse pas prouver devant la justice qu'il y a un réseau d'espionnage qui œuvre sur le territoire, en France ou à l'étranger. Donc pour l'agent, on dit que c'est un jargon qui est familier dans le monde de l'espionnage, anglo-saxon. Donc c'est un intermédiaire des informations qui lui rapporte ses contacts et ses sources. Il a l'avantage de savoir qui reçoit les informations, qu'il transmet régulièrement, mais ce n'est pas systématique car pour quelques raisons particulières, il ne peut avoir été recruté que sous un faux drapeau. Donc ça veut dire que parfois les agents sont recrutés sous de faux drapeaux, ce sont des gens, des officiers traitants qui sont passés pour un pays, quoi. Alors l'agent n'est pas un simple mouchard qui se contente de rapporter ponctuellement des faits constatés au hasard de son quotidien. Tout ce qu'il fait depuis son recrutement est dirigé par un officier traitant au point qu'il ne maîtrise aucunement son existence et qui ne donc peut pas faire de projet d'avenir personnel. Il en sera ainsi pour le restant de sa vie. L'agent est un élément clé de tout service secret. Voilà, donc il y a des présentations où on va plus en profondeur. Donc ici, on va traiter de l'officier traitant, donc c'est lui le cerveau. Lui, il a reçu une formation psychologique ou psychiatrique, là. Donc c'est lui qui va manipuler l'âme votre âme, quoi, pour que vous ne puissiez pas comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc donc l'officier traitement, tout simplement traitant, mais plus couramment handler en anglais, dans le cas de l'usage de l'anglicisme, ne se contente pas de recevoir des informations que lui transmettent ses agents. Alors, on dit qu'il les tient bien en laisse, exactement comme s'ils n'étaient rien que des animaux. Oui, donc c'est un agent de la DGSE qui vous le dit. Du point de vue des officiers traitants, et selon les pays et les services secrets pour lesquels ils travaillent, les agents sont couramment considérés comme des chiens, comme des armes. Car un officier traitant ne doit jamais s'attacher affectivement à ses agents, tout en s'efforçant de faire croire à ceux-ci que ce n'est pas tout à fait vrai. Pour jouir d'un contrôle absolu sur son agent, l'officier traitant doit pouvoir disposer d'un moyen de pression puissant sur celui-ci. Il s'agit d'un chantage dans une large majorité de cas. C'est pourquoi, lors du recrutement d'un agent, tout est mis en œuvre pour faire se compromettre ce dernier, d'une manière ou d'une autre. Elles sont innombrables, afin qu'un chantage puisse être exercé, à moins que l'agent ne soit déjà compromis lui-même avant son recrutement. Dans les deux cas, la connaissance du fait délictueux sera utilisée pour obtenir du coupable ce que les services secrets désirent par l'intermédiaire d'un officier traitant. Donc, si vous avez commis des faits criminels, l'officier traitant va vous recruter et va vous faire des chantages. Ou vous travaillez, ou vous êtes mort. L'officier traitant, quoique étant pleinement placé sous les ordres directs d'un cadre des services secrets, doit préserver pour lui les apparences d'une activité dite de couverture, qui pour d'évidentes raisons ne doit pas lui prendre tout son temps. C'est pourquoi il est fréquemment que l'officier traitant soit un retraité, une personne occupant un emploi fictif dans une grande entreprise, dans une administration quelconque, ou un rentier qui perçoit des revenus issus d'un capital placé dans la bourse. Voilà, donc vous avez compris, donc le lieutenant-colonel, il parle bien du sujet, quoi. Donc, donc je vais continuer, parce que c'est très intéressant. Dans une large majorité de cas, l'officier traitant est un homme, mais depuis quelques années, certains services secrets déploient de consistants efforts pour former des officiers traitants femmes. Donc il existe des femmes aussi qui recrutent maintenant. Alors, l'officier traitant n'a pas nécessairement accompli d'études supérieures, mais il a fréquemment une expérience passée ou active du management. Il a été choisi pour remplir cette tâche bien particulière en raison de son profil psychologique. Écoutez bien à la suite. Alors, faute duquel l'accomplissement ordinaire et quotidien de son travail lui semblerait impossible, sinon pénible, car en effet, un officier traitant doit être une personne qui ne s'attache pas aux autres, qui a une faible empathie, qui ne se lie jamais durablement et sincèrement d'amitié avec quiconque. Il est souvent un solitaire, mais ne doit pas être un introverti. Il ne doit pas être capable de ressentir le moindre remords pour la détresse des agents qu'il dirige. Fréquemment, il a une marotte ou un intérêt marqué pour un sujet, une activité toujours solitaire, qui capte toute la passion qu'il peut exprimer, telle que la collection d'objets sur un thème particulier, le bateau, les avions, voilà, les voitures anciennes, la chasse ou la pêche, le théâtre. Alors, le lieutenant-colonel nous parle d'un acteur qui s'appelle Anthony Hopkins dans le film La Faille, le profil, le comportement typique de l'officier traitant qui n'incarne pourtant pas.
L'officier traitant est, dans une large majorité des cas, pour ne pas dire toujours, un employé officier des services secrets qui ne se rend jamais au siège de ceux-ci. Les réunions de travail qu'il est amené à avoir avec son chef se déroulent toujours dans un lieu anonyme ou chez lui. Voilà. Alors, le travail à temps plein des services secrets ne donne jamais lieu à des contrats de travail. En fait, comme il travaille pour les services secrets de la DGSE, sa fiche de paye ne comporte pas d'entête, il n'est pas marqué DGSE, et c'est marqué juste pour l'armée, comme un simple soldat, quoi. Tout ça pour éviter qu'il puisse faire pression sur la DGSE, hein, s'il travaille au sein de la DGSE, et que ça se retourne contre la DGSE en disant voilà, je suis un agent de la DGSE, un officier traitant, j'ai ma fiche de salaire. Donc on évite ce genre de conneries pour pas qu'il y ait une guerre pénale ensuite. Donc voilà, c'est pourquoi tous les documents sont établis par les services administratifs divers, quoi, depuis les armées, les ministères des armées et aussi d'entreprises privées sous contrôle. Donc un officier traitant peut très bien recevoir sa fiche de salaire d'une entreprise privée bidon, quoi, qui est tenue par les services secrets. Alors, on parle aussi du logement, hein, donc on explique que souvent les services secrets choisissent le logement de l'officier traitant. Bien sûr, il n'a pas de contrat de travail au nom de la DGSE, pour pas qu'il y ait une tentative de publication d'un livre ou d'une interview dans le média, comme je vous ai dit. Alors, ici, on va parler de la vie d'un agent clandestin. Alors, la naissance d'un agent clandestin s'accomplit dans la douleur à l'image d'un accouchement et ce n'est que le début. Donc en fait, pour ceux qui regardent les séries, qui ont regardé la série comme Le Bureau des légendes ou qui vont la regarder, la réalité c'est pire que ce que vous voyez dans la série Le Bureau des légendes. Parce que le Bureau des légendes, le film, hein, que vous voyez, la série TV, je ne vais pas dire que c'est du bidon, mais on ne dit pas tout. On vous enveloppe avec des belles images, des acteurs de cinéma, tout ça. Mais notre ami lieutenant-colonel, il va vous raconter qu'est-ce que c'est un agent clandestin et vous allez voir, vous n'allez pas rigoler. Hein, parce que c'est de la douleur, vous allez souffrir en étant un agent clandestin. Donc, pour la majorité de ceux-ci, vous aurez une existence faite de renoncements quotidiens jusqu'à la fin de votre vie, puisqu'on ne quitte jamais les services secrets une fois qu'on y est entré, en vertu du simple fait qu'on a une connaissance de quelques-uns des secrets bien gardés. Tout comme les cas pour l'employé des services secrets, l'agent ne peut cesser de devenir que les pieds devant. Pieds devant, c'est-à-dire bang bang. Vous avez compris, hein? Alors, et ceci explique le nombre relativement important de suicides de ces agents, des employés ou des suites de maladies psychosomatiques diverses en ayant pour origine le stress ou la dépression. Donc, vous voyez, au sein de la DGSE, il y a beaucoup d'agents qui souffrent de leur travail passé. Et voilà, avec des symptômes de stress et de dépression, parce qu'ils ont eu peut-être des actes à faire, hein, je sais pas, mais des meurtres, tromper son prochain et tout ça, quoi. Donc l'agent apprend à le devenir et le continuera d'agir exclusivement selon les faits et méthodes découvertes par le célèbre médecin et physiologiste russe Ivan Pavlov, c'est-à-dire toujours selon des ordres donnés implicitement, jamais à l'aide d'explications verbales ou écrites grâce au processus de communication binaire des punitions et récompenses. Dans le cas d'un agent, les punitions lui sont toujours infligées promptement et les récompenses rarement offertes ou savamment distillées de manière à ne jamais lui offrir la moindre occasion de distraction dans la mission ni moyen qui pourrait lui permettre d'échapper, ne serait-ce que contemporairement, contrôle absolu de son quotidien. C'est de là que vient cette tradition dans les services secrets de quelques pays, d'appeler ces agents des chiens, en référence au chien de Pavlov. Car globalement, la psychologie des services secrets est basée sur l'action, sur une véritable croyance irrationnelle en l'intuition. Voilà. Alors, manipulation des hommes et des femmes, hein, croyance irrationnelle, intuition, voilà, ce sont des mots qu'on utilise pour manipuler les agents, voilà quoi. La direction de tout agent commence par le déni de son droit à mener son existence comme il l'entend. Et pour d'évidentes raisons, tous les services secrets montrent toujours une ardeur particulière à démentir cet aspect de la vie de ses employés, en exhibant pour se faire de rares exemples d'employés des services qui font semblant fort bien de s'emporter. On peut aussi comparer ces heureuses recrues à l'appartement témoin de l'agent immobilier peu scrupuleux. Excusez-moi, je rigole. On en revient au bureau des légendes, hein, comme je vous ai dit là tout de suite. Le bureau des légendes, c'est juste une enveloppe hein, d'un DGSE là. On voit tout le monde qui travaille bien, mais vous voyez, dans la réalité, c'est pas ça. Agent clandestin, agent sur le terrain, vous allez souffrir. Hein. Donc, on n'y quitte que les pieds devant. Bang, bang, comme il dit l'agent, comme il dit le lieutenant-colonel. Donc, vous voyez, le lieutenant-colonel, il a le sens de l'humour. Hein. Moi, je rigole. Hein. Donc, voilà.
Alors, je continue toujours parce que c'est très intéressant. Les services secrets considèrent qu'un agent sans mobile ne peut être digne de confiance. La notion de confiance employée ici ne concerne que la valeur à accorder au dire de l'agent, son obéissance et sa fidélité en découlant que la crainte d'une sanction. C'est pourquoi les recruteurs de l'agent jugent nécessaire de lui en trouver un, c'est-à-dire de le tailler sur mesure pour lui, car il est important pour les services secrets de savoir pourquoi l'agent fait ce qu'on lui attend de lui une fois que l'alibi de la collaboration a pris le pas sur la menace du chantage. Donc, si vous voulez devenir agent, c'est pas là qu'il faut être. Hein. Donc, voilà. Donc, agent, c'est un taf sérieux apparemment. Donc, le lieutenant-colonel, hein, de la DGSE, hein, donc il vous donne ici dans le livre des références à des films qui illustrent très bien ce métier, quoi. Donc, c'est pas un métier de rigolo. Alors, moi, je voulais donc vous parler, en fait, je vais fermer la tablette, hein, je voulais vous parler, en fait, d'un réseau. Donc, là, on a vu les différents protagonistes d'un réseau. Donc, on va recruter quelqu'un. Dans le livre, on explique, par exemple, comment on s'y prend. Alors, il y a différentes méthodes. Alors, si vous voulez recruter quelqu'un, avant de commencer, il ne faut pas appliquer ces méthodes. Alors, pourquoi je dis qu'il ne faut pas appliquer ces méthodes? Parce que c'est des choses qui ne sont pas bien. Vous allez voir pourquoi. Elles sont pas bien parce qu'en fait vous allez détruire des individus qui vivaient une belle vie et dont vous voulez les recruter. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans le livre? Donc en fait, on donne des exemples, hein, comme le lieutenant-colonel de la DGSE, il donne des cas, il donne pas des noms dans le livre, donc il donne un cas par exemple d'un technicien en électronique ou en mécanique. C'est une personne qui est pointue dans son domaine d'activité. Et donc il est au chômage. Alors donc ce cas-là, il peut très bien s'appliquer à vous, inconsciemment. Pourquoi? Parce que vous dites pas que ce qui m'arrive dans la vie peut être fait par les services secrets. Je ne dis pas que tous ceux qui sont socialement morts, parce que dans ce livre, c'est ça qu'on dit. Comment tuer un individu socialement pour le recruter. Donc, comme je vous ai dit, il y a des cas sûrement dans votre existence, si vous regardez cette vidéo, ou alors dans votre entourage, vous êtes par exemple, je sais pas, un ingénieur en cybersécurité, un technicien en électronique, comme je l'ai dit là tout de suite, et vous êtes une pointure et vous n'avez pas de travail et vous ne trouvez pas de travail. Donc les services secrets veulent vous recruter, mais ils vont le faire d'une façon que vous ne puissiez pas mener une vie normale comme vous et moi ou les autres. Donc comment ils vont faire? Donc en fait, vous êtes au chômage, et donc on va vous couper le chômage pour commencer. Ce que je dis là, c'est peut-être pas c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc ça se passe comme ça, mais pas de cette manière directe. Quoi. Donc d'une manière ou d'une autre, vous n'aurez pas de chômage. Lorsque vous postulez, bien sûr ceux-ci, la DGSE, vont capter vos emails, vont voir que vous postulez une telle entreprise. Donc ils vont faire pression sur l'entreprise d'une manière ou d'une autre pour pas qu'elle vous recrute. Donc vous allez errer dans la vie sans travail alors que vous pouvez trouver du travail. Vous avez le droit de trouver du travail. Mais les services secrets ont d'autres projets pour vous, donc vous n'allez pas travailler avec eux, en tout cas avec votre employeur ou futur employeur. Donc votre quotidien va se résumer à boire l'alcool et tout ça, et puis un beau jour, dans votre entourage, quelqu'un, via une connaissance, va vous approcher et va vous proposer de vous engager à l'armée pour un travail bureaucratique, sans intérêt, et donc vous allez accepter parce que vous avez besoin d'argent. Et puis, une fois que vous serez dans l'armée, après 2-3 ans, quelqu'un d'autre, un officier ou un papy, comme on dit dans le livre, va vous approcher de nouveau, il va vous prendre sous votre aile et va vous offrir un poste. Et donc, ainsi, vous êtes amené à travailler pour les services secrets. Pas directement, sans que vous le sachiez, parce qu'on n'a pas besoin de dire que je suis de la DGSE pour que vous travaillez pour moi. Je peux très bien dire que je suis, je sais pas moi, d'un service public, du ministère des Travaux, voilà quoi. Et vous dire voilà, j'ai besoin que vous fassiez ça pour nous, pour notre service, et inconsciemment, vous ne savez pas sur quoi vous travaillez. Donc ça, c'est une des méthodes, tuer quelqu'un socialement. On peut aussi, par exemple, pour recruter une source étrangère en France, ce qu'on fait aussi à la DGSE, c'est que on va engager des agents ou des officiers traitants ou mettre des gens dans le même immeuble que vous pour vous agresser, pour vous pourrir la vie, tout ça pour vous amener à collaborer avec les services secrets. Donc ça existe, hein, c'est raconté dans le livre. Bon, moi je vous le dis vite fait, bien fait comme ça, mais si vous le lisez complètement, vous verrez que c'est bien comme ça que ça se passe, quoi. Donc ça c'est une des méthodes. Hein. Donc deuxième méthode, vous êtes un étudiant prometteur
à l'université, vous sortez, vous allez sur le programme Erasmus à l'étranger, donc les services secrets, ils vont faire en sorte que vous perdiez votre logement, ils vont vous couper votre bourse. Là, par hasard, successivement, un ami miraculeux débarque dans votre vie et vous dit voilà, je peux vous héberger chez moi si vous voulez. Vous allez accepter, et là, vous allez être pris dans un engrenage parce que comme vous allez vivre chez quelqu'un, différents intervenants vont se positionner autour de vous dans votre existence et vont vous amener psychologiquement à être dépendant d'eux et à faire certaines choses pour eux. Alors, il faut savoir aussi que l'aspect psychologique dans le livre, il est très pointu. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas vous parler, mais on utilise la psychiatrie dans l'émission de recrutement. Donc, c'est-à-dire que le psychiatre va briefer l'officier traitant sur ce que dit l'agent recruteur, sur les différents contacts qu'il a avec les sources, et les endroits de correspondance pour lui donner des lignes directrices, quoi. Mais psychologiquement, moi, je ne sais pas comment ils font, mais parce que, bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop comment ça marche, la psychologie de l'être humain pour manipuler. Mais sachez qu'il y a des psychiatres ou peut-être des psychologues qui aident les services secrets à manipuler, mais vraiment d'une manière comme les scientologues le font, hein. Pas comme les scientologues le font, pardon, parce que eux, c'est du criminel, mais d'une manière à ce que je pense, hein, ce que je dis, ce que vous pensez, ce que vous voyez soit différent de ce que soit différent de ce que c'est dans la réalité, quoi. Donc c'est cet état-là qui font que voilà, quoi, que vous allez être recruté. Donc voilà. Alors dans ce chapitre, on va aborder le rôle de l'avocat et le psychiatre qui est le pilier des services secrets modernes. Alors, toujours du colonel, quoi. Donc, la principale préoccupation commune à tous les services secrets est de ne jamais laisser de preuves permettant de les désigner nommément comme les auteurs d'une de leurs missions. Car un service secret ne fait jamais rien qu'il puisse nier plus tard. Ce qui signifie qu'il doit quotidiennement renoncer à des actions qui servaient pourtant fort bien, ses priorités et objectifs immédiats au futur. Juste parce que celle-ci pourrait permettre de désigner un jour ou l'autre comme son auteur. Comme je l'ai dit là tout de suite, pour recruter une source, tous les moyens sont bons. Hein, donc voilà quoi. Donc considérons un exemple imaginaire fortement inspiré de cas typiques de l'opération à laquelle le service secret d'une grande puissance économique doit quasi quotidiennement renoncer. Donc c'est le colonel qui parle, hein, le lieutenant-colonel. Les services secrets écoutent les communications téléphoniques d'un individu dont ils savent qu'il est l'auteur d'un trafic d'armes, mais comme ce trafiquant a des revenus connus et déclarés provenant d'une chaîne de pizzeria dont il est le propriétaire, il n'est quasiment raisonnablement pas possible de tenter de le mettre hors d'état de nuire grâce à une enquête fiscale. Donc l'enquête fiscale, c'est un des moyens pour enquêter sur quelqu'un, pour faire pression. À l'issue de 2 années de surveillance, l'ordre, on n'a rien trouvé qui puisse prouver l'existence d'un trafic d'armes. Cependant, les écoutes téléphoniques ont démontré fermement que cet homme a mis en place un ingénieux système qui lui permet de mettre une partie de la recette de sa chaîne de pizzeria à l'étranger, quoi. Alors, lorsque les services secrets repèrent un avocat ou un juriste, par exemple, fraîchement diplômé ou pas, en vue de le recruter pour en faire un de leurs employés à temps plein, ils attendent de lui un service très particulier qui consiste exclusivement à contourner les lois et non à les respecter. Voilà. À les appliquer et élaborer des alibis à l'avance puisqu'il y a forcément préméditation. Cette attente inhabituelle de l'homme de loi implique que ce dernier, lorsqu'il n'est encore qu'une recrue, ait également un profil psychologique bien particulier ou qu'il soit un individu honnête, mais cependant, d'accord pour admettre que la raison d'État prime sur les considérations éthiques et la morale attendue de l'opinion publique. Vous avez vu, la DGSE recrute des avocats pour contourner les lois. C'est le propre du service secret. Hein. Alors, sachant que, ainsi que nous l'avons vu, les services secrets ne sont pas considérablement développés en hommes et en moyens depuis la Seconde Guerre mondiale, et que l'intelligence domestique est devenue une de leurs missions principales et donc leur plus grosse consommatrice d'employés, agents en contact de sources diverses. Voilà, donc en fait, ce terme intelligence domestique, c'est une définition de l'auteur qui va vous donner quand vous lirez le livre, quoi. Or, il est recommandé par une agence de placement de personnel, une entreprise jugée indésirable sur le territoire. Donc, en fait, les services secrets ont besoin d'hommes de main, hein, dans le cadre de petites missions de harcèlement, hein, qui sont le lot quotidien de services secrets, d'intelligence domestique. Un pervers narcissique ou un psychopathe peut être logé comme voisin de palier d'un étranger identifié comme tel ou qu'on cherche à faire craquer.
comme j'ai dit là tantôt, donc on engage des criminels pour des missions spécifiques. Hein, voilà, donc, alors, ça peut être une fille qui a une personnalité borderline, qui peut être envoyée dans les bras d'un homme marié, qu'on cherche à séparer de sa femme, en vue de le recruter. Donc, voilà, donc avec l'Internet, on explique que c'est facile de surveiller à distance ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Et en tant que le psychiatre, il joue un rôle là-dedans, donc, c'est lui qui sélectionne les individus auxquels on confiera des tâches, des missions qu'une personne équilibrée se montre incapable d'accomplir. Celui-ci consiste en la manipulation en long terme d'agents de supervision de mission, d'harcèlement, d'élimination. Donc c'est le psychiatre qui sélectionne les tueurs, les gens qu'on va placer dans les appartements pour vous surveiller. Donc c'est lui qui sait ce que vous valez psychologiquement, quoi. Alors, élimination sociale, voilà, c'est comme ça aussi hein, qu'on utilise ce terme physique, ainsi que divers types d'activités à l'étranger relevant de l'espionnage strictement parlant. La variété des exemples est infinie car elle dépend de facteurs multiples propres à chaque individu. Les événements clés de son enfance, la personnalité, ses goûts, ses ambitions, ses intelligences, ses éducations et tout ça, quoi. Dans les profils psychologiques de tous ces individus, on trouve ce que les psychiatres nomment la sociopathie, car si la sociopathie est une forme générique de trouble mental englobant diverses variantes ayant chacune des degrés divers, les individus qui sont atteints présentent pour autre particularité d'être parfaitement capables de mener une existence normale et d'interagir avec les autres. Seules des personnes ayant appris à reconnaître les sociopathies peuvent les identifier comme telles ou au moins rapidement. Alors, comme le sociopathe apprend au long de son existence à s'adapter son comportement à ceux des individus normaux, son intelligence, si elle est grande, peut faire de lui un agent redoutable ou un officier traitant très efficace contre lequel une personne normale isolée ne pourra difficilement se défendre. Vous avez vu ce qu'on dit? Une autre caractéristique fréquemment rencontrée chez certaines catégories de sociopathes et intéressant, qui intéresse les services secrets, est une attitude particulière à mentir et à tromper les experts les plus doués, à analyser les micro-expressions, les attitudes gestuelles, ainsi que les meilleurs matériels de détection de mensonges, détecteur de mensonges, voice analyzer, tress. Voilà, en fait, vous êtes un sociopathe, vous avez des grandes choses d'être recruté par la DGSE pour des petites missions. Voilà. Alors, donc une autre caractéristique fréquemment rencontrée chez certaines catégories de sociopathes et qui intéresse les services secrets, c'est que si vous avez des antécédents de sociopathe, ça vous donne de la valeur, quoi. Donc, en fait, il vaut mieux recruter un sociopathe qui a déjà commis des faits avant qu'un sociopathe novice qui l'ignore peut-être aussi, quoi. Alors, donc les psychiatres, on raconte aussi que les psychiatres sont consultés avant l'envoi d'un agent à l'étranger et toujours aussi dans le cadre d'opérations de recrutement de ressortissants étrangers comme agents aux sources ayant des responsabilités importantes ou simplement susceptibles d'être utiles en raison de leur activité professionnelle ou relations personnelles. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, lieutenant-colonel, il sait de quoi il parle. On va continuer. Alors, on continue, hein. Alors, parce que là, ça devient intéressant, ce sont des mots que je lis du colonel, quoi, du lieutenant-colonel. Alors, le mode opératoire de recrutement du jeune civil en milieu universitaire s'avère souvent désagréable pour lui. Alors, il dit pour lui parce que vous allez voir la suite. En fait, ils vont le détruire socialement, comme je vous ai dit, hein, l'isoler socialement. Même lorsqu'il s'agit d'un recrutement amical, car les services secrets, avec la complicité de quelques personnels de l'enseignement, sont prompts à placer quelques embûches sur le chemin scolaire de la jeune recrue, pour que celle-ci soit privée d'alternative au moment final de la proposition. Celui qui a obtenu son diplôme avec la mention très bien peut encore tenter de décliner l'offre qui lui est faite de disparaître dans l'ombre, et de tenter sa chance dans son pays, ou dans un autre s'il réalise que toutes les portes se ferment inexplicablement devant lui. C'est fréquent dans un tel cas. Et encore, la fuite vers des cieux apparemment plus cléments est parfois précisément ce qu'attendaient les services secrets de leur recrue. Bien entendu, hein, donc on parle bien d'étudiants que la DGSE veut recruter. Vous travaillez pour eux, ou bien vous faites une croix. Alors, d'une manière générale, quel que soit le mode opératoire de recrutement et le contexte dans lequel il est mis en place, les services secrets du monde usent la même tactique, fermer toutes les issues et ne laisser entrouvertes que celles qu'ils veulent bien que la recrue franchisse d'elle-même. Dans cette progression du point de vue du service secret, les choses peuvent bien ou mal se dérouler. Ça dépendra essentiellement du comportement de la recrue.
Enfin, les services secrets renoncent très rarement à poursuivre le recrutement d'individus simplement parce que celui-ci le refuse. Dans un tel cas, si l'approche amicale s'est avérée vaine, un recrutement hostile est entrepris. Nous verrons bientôt dans ce même chapitre les différences entre ces deux types de recrutement. Donc vous avez vu, il y a recrutement amical et hostile. Pour le futur employé interne des services secrets, la phase qui précède immédiatement la fin du recrutement se déroule fréquemment dans une annexe clandestine des services secrets ayant une activité de couverture quelconque. La recrue qui croit avoir été embauchée par une entreprise ou un service public tout à fait ordinaire sera subtilement amenée à prendre peu à peu connaissance de cette réalité. Voilà. Or, on serait tenté de penser que ce dernier constat sur les services secrets ne sont donc pas un refuge des intelligences les plus brillantes et que leurs personnels ne sont finalement pas plus clairvoyants que les non-initiés. Cette déduction correspond bien à une réalité qui se reprend parfois à la fraîche recrue, car l'intelligence n'est pas la qualité première requise pour être recrutée par les services secrets. Celle-ci n'est pas un atout et il ne faut pas confondre intelligence et culture. Alors ça, en lisant le livre, c'est très important, vous allez découvrir que les gens qui sont intelligents, on les dégage. Parce que les gens qui sont intelligents, ils posent des questions, il est conscient, il réfléchit et il n'agit pas comme un singe. Par contre, on utilise des gens, on recrute des gens qui ont une intelligence moyenne. Donc, vous avez vu qu'à la DGSE, c'est comme ça que ça marche. Mais par exemple, il y a des services secrets à la CIA où c'est l'imagination qui prime sur l'intelligence. C'est-à-dire que l'imagination collective va permettre, pendant soit des missions, d'imaginer des scénarios dans l'instant même, ou bien écrits à l'avance, pour des missions. Donc ici, on vous dit, donc, pour revenir dans le livre, hein, l'intelligence, c'est pas le critère pour être recruté, quoi. Voilà, moi je ne savais pas en lisant ce livre, mais on apprend beaucoup de choses, quoi. Alors, donc il en résulte que le processus de recrutement d'un individu ayant des capacités intellectuelles qui s'inscrivent dans la moyenne générale est plus court, voire beaucoup plus court, que celui recru ayant l'intelligence au-dessus de la moyenne, très au-dessus de la moyenne. Car le recrutement ne sera pas toujours effectif à l'issue d'une durée programmée, comme d'aucuns le croient, mais bien à celle d'une parfaite connaissance de la recrue et celle de l'assurance d'une parfaite emprise sur elle. Les services secrets s'imposent tout de même des durées maximales de processus de recrutement. Donc si vous avez compris, ce qui intéresse les services secrets, c'est d'avoir une emprise sur vous. Parce qu'ils veulent vous contrôler, parce que vous allez être un homme de main, un homme de terrain. Il ne faut pas, comme je vous ai dit là tout de suite, des gens intelligents il n'y a pas d'emprise sur eux. Donc voilà, donc c'est ce que le lieutenant-colonel nous apprend. Donc le recrutement des analystes est une affaire d'observation discrète de la recrue, c'est-à-dire à l'insu de son plein gré, puisque 2 à 3 années environ, des tests divers qui s'achèvent sur un concours administratif ayant une apparence officielle et servant à formaliser une admission décidée à l'avance. Donc ça, c'est les analystes, c'est ceux qu'on voit dans les bureaux des gens, hein. Toujours le nez dans l'ordinateur, assis sur la chaise au bureau, bien au chaud. Donc ceux-là, c'est juste des concours, ils vont rester assis toute leur vie derrière le bureau, quoi. Puis on passe à recrutement hostile. Lorsque les recruteurs reconnaissent leur impuissance à accéder à ces connaissances et emprises, il ne leur reste plus qu'à tenter d'affaiblir les défenses naturelles de la recrue, jusqu'à ce que celle-ci régresse psychologiquement à un niveau qui permettra de faire enfin s'achever le processus de recrutement. Nous entrons ici dans un recrutement hostile. Les étapes psychologiques d'un recrutement suivent un choc psychologique qui est délibérément infligé dans le contexte d'un recrutement. Donc, vous voyez, hein, choc psychologique. Moi, je ne sais pas c'est quoi un choc psychologique, mais voilà, donc c'est des affaires de psychologues, ça. Alors, voilà, donc on en revient dans le recrutement parce que c'est très intéressant, hein. Donc, j'avais fait quelques captures d'écran, hein, donc c'est ce que je lis avec vous quand je lisais le livre, hein, pour me rappeler un peu. Donc, on va revenir au choc psychologique parce que c'est très intéressant, la dimension psychologique d'un individu. Comment ça se passe. Donc en fait, comme je vous ai dit, pour ceux qui atterrissent, c'est un expert de la DGSE, c'est un lieutenant-colonel qui explique comment fonctionne la DGSE, comment on recrute des gens et tout ça. Donc lorsque les recruteurs reconnaissent l'impuissance à accéder à ces connaissances et emprises, il ne reste plus qu'à tenter d'affaiblir les défenses naturelles de la recrue jusqu'à ce que celle-ci régresse psychologiquement à un niveau qui permettra de faire enfin s'achever le processus de recrutement. Nous entrons ici dans le recrutement hostile. Les étapes psychologiques d'une recrue suivant un choc psychologique qui lui est délibérément infligé dans le contexte d'un recrutement hostile sont représentées par le diagramme suivant. Donc en fait, dans le diagramme, je vais vous le mettre. Vous avez un tableau, hein,
voilà. Moi, je lis le livre sur la tablette, hein, mais c'est parce que j'achète plus de livres en papier, j'achète que des EPUB. Donc en fait, donc il y a un diagramme, hein. Moi je suis pas psychologue, hein, donc on vous explique, voilà, résistance, refus, choc psychologique, phase dépressive, résignation, abandon, inhibition, réceptivité à l'endoctrinement, alors nouveau comportement, enthousiaste, inapproprié, totale obéissance, voilà, donc ça fait un peu peur, quoi, hein, voilà. Voilà, donc ici on continue, hein, donc pousser la recrue à revoir complètement l'interprétation qu'elle fait de son itinéraire passé et à revoir complètement la perception qu'elle a du monde qui l'entoure et de ses règles populaires admises afin de lui faire accepter des nouvelles, quoi. Voilà, donc moi je ne suis pas psychologue, je ne peux pas vous expliquer, mais en fait je pense, si j'ai bien compris, qu'on va modifier votre perception. Parce que je pense que c'est comme ça que ça marche. La perception que vous avez de la réalité, elle est changée. Alors on continue, hein, faire se développer chez la recrue la conviction de sa dépendance complète à l'organisation qu'elle doit servir. Voilà, donc c'est l'endoctrinement voilà, d'une manière, je vais dire, mauvaise, quoi, hein, pour l'être humain. Donc on le voit, cette description est finalement identique à celle du diagramme précédent, lequel ne fait que détailler des étapes intermédiaires du point de vue de la recrue. Le choc psychologique, qui est véritablement le point de départ du recrutement hostile, peut être très bref et violent. L'exposition soudaine d'un détail relevant de la vie privée, qui rend le chantage évident. Ou survenir très progressivement sous la forme d'une longue succession d'échecs et de portes qui se ferment, visant à persuader la recrue qu'elle n'ait pas d'avenir, qu'elle puisse tenter pour y changer quelque chose. Celui qui s'est déjà bien engagé délibérément dans le processus de recrutement d'un service secret, puis qui réalise qu'il a commis une erreur et tente de reculer, pour fuir, sentira aussitôt la pression du collier étranglaire qu'on l'a délicatement placé autour de son cou sans même qu'il ait connaissance. Donc voilà, donc on va lui faire comprendre qu'on le tient et que bang bang, s'il ne collabore pas, quoi. Donc en gros c'est comme ça. Voilà, donc ici on continue, hein. Donc cet incident de parcours, lorsqu'il survient, marque souvent le passage au recrutement amical, qui est très rarement toute chose bien considérée en recrutement hostile. Aussi, le cynisme qui est présenté en réponse à la détresse d'une manière de le faire comprendre à la recrue que personne ne compatira à son infortune, ça fait partie du choc psychologique attendu. Mais le recrutement, cette période de crevant dans la vie de certains employés des services secrets et celle aussi de ces agents, doit également servir d'avant-goût à celui qui s'attend, auquel l'idée viendrait de désobéir, de se révolter, de trahir ou même simplement de manquer de respect à l'un de ses supérieurs. La recrue doit donc vivre son recrutement comme un traumatisme devant altérer sa perception qu'elle a d'elle-même aussi du monde qui l'entoure. Le recrutement vise, selon l'expression ordinairement employée par quelques services secrets, à faire entrer la recrue dans le moule. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire, hein. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a du chantage, du harcèlement physique, mental, voilà, donc voilà, ça se passe à la DGSE, hein, donc c'est un lieutenant-colonel qui le raconte, donc c'est un peu triste tout net, quoi, mais c'est la réalité, c'est comme ça qu'on recrute là-bas, quoi. Alors, je ne vais pas vous citer tout le livre, hein, voilà, par exemple, on dit le recrutement est vécu par la recrue comme une rupture traumatisante, définitive, césure radicale séparant ce qu'elle percevrait comme deux mondes, l'un réel et l'autre virtuel. En tout est organisé pour qu'elle perçoive ainsi l'espace dans lequel elle évoluerait continuellement. Voilà le contexte que les services secrets désirent pour leur futur agent, pour que puisse être mise en place cette relation particulière qu'est le contrôle d'un individu par un autre. La tromperie est formulée à la manière de l'aveu précédant la déception amoureuse, car le recrutement d'un agent implique les motifs décisifs et son recruteur retire son masque. Toute l'ambiguïté du recrutement tient au tissage préalable d'une toile par le recruteur afin de capturer et démobiliser sa recrue, version alternative de l'analogie de la souricière évoquée plus haut. Donc voilà, quand on lit le livre, ça rigole pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y avait pas intérêt à avoir des points faibles. Des histoires pénales ou des dossiers de la police qui sont en instruction contre vous. Donc, si vous voulez devenir agent, vous savez ce qui vous attend. C'est les deux pieds devant que vous allez sortir, quoi. Alors, il y a beaucoup de sujets sur le recrutement, hein. Donc, on parle d'une jeune fille qui va se placer dans une situation sociale et économique de grande précarité, hein, qui l'a amené dans un état dépressif qui va être employé pour vous recruter.
pour vous affaiblir. Parce que, comme je l'ai dit, les gens intelligents ne les recrutent pas. Ce sont les gens du niveau moyen. Voilà, dans cette description, alors constituait une faiblesse qui a grandement aidé à l'implication de ces jeunes filles dans des relations sexuelles particulièrement dégradantes qui furent filmées à son insu. La même chose se produit fréquemment avec des recrutements mâles à l'aide de vidéos de relations homosexuelles, puisque l'homme craint moins pour sa responsabilité d'être vu en compagnie de multiples partenaires femelles. Voilà, donc là on dit qu'on va mettre un homme qui fait l'amour avec plusieurs femmes pour le faire chanter, je crois. Un homme d'âge mûr, adepte du tourisme sexuel, a été filmé ou pris en flagrant délit en compagnie d'un ou plusieurs mineurs au caractère dégradant où l'objet de compromission ici est associé à la menace lourde d'une sanction pénale. Donc en fait tous les moyens pour vous amener à être recruté, quoi. Alors il donne un autre cas, un jeune étudiant a sincèrement cru se compromettre en se trouvant associé à un délit pénal grave. Il ignore que le délit en question ne fut qu'un simulacre spécialement organisé pour lui, avec la complicité d'agents et de contacts eux-mêmes manipulés par les services secrets. Celui-ci accepte le recrutement par peur d'une sanction qui n'existe que dans son imagination et dont la vérité, bien sûr, ne sera jamais révélée. Donc, vous voyez, donc les services secrets ont une imagination pour tout faire pour vous amener à être recruté. Alors, je vais un peu abréger la vidéo parce que, bon, il y a beaucoup à dire sur le livre, quoi. Donc, juste ce que je voulais terminer, donc, c'est lire les chapitres du livre. Donc, au niveau des ressources humaines, organisation et hiérarchie des services secrets et de leur réseau, on a la source inconsciente au cadre des services, la vie de l'employé des services, la vie de l'agent clandestin, profil des recrues, l'avocat, le psychiatre et le pilier des services secrets modernes. Donc le psychiatre, en fait, comme je l'ai dit, joue un très grand rôle, tout ce qui est dimension psychologique de l'individu, pour le casser, tout ça pour le recruter. Alors au niveau des méthodes, on a les méthodes de surveillance, les méthodes de recrutement et de formation, le contrôle des sources et des correspondants, leur manipulation des individus, des méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, contre-espionnage à l'intelligence domestique. Voilà, donc tout ça c'est abordé dans le livre, hein. Donc on a aussi l'influence, manipulation des groupes d'individus, influence contre influence, de l'usage de la surveillance de la culture, des médias de masse, l'usage de la surveillance de l'Internet, voilà quoi. Donc conclusion, je vais vous le montrer en grand. Conclusion, service secret, monde sans loi. Voilà. Donc, alors pour qui est destiné le livre? Moi je l'ai lu juste pour savoir qu'est-ce qu'il en est, quoi. Donc ça m'a un peu ouvert l'esprit. Maintenant, je suis capable, dans mon entourage, ce que j'ai déjà vécu avant, donc percevoir, j'ai déjà perçu des gens qui étaient des services secrets, hein. C'est pas des blagues, il y en a qui étaient tordus, vraiment tordus de naissance, quoi, comme je le dirais. Par exemple, sur un travail, ils disent des choses, je sais pas, je suis pas psychiatre, mais c'est pas normal, quoi, ce qu'ils disent. Donc il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi être un agent, ils sont tordus. Comme je dis toujours, je les appelle les tordus de naissance. D'autres, ils essayent, mais lorsque vous découvrez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils arrêtent tout de suite et ils disent « Toi, tu m'as compris, tu es intelligent. » Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ce livre m'a vraiment permis d'éclairer un peu mon esprit, hein, de voir comment percevoir un peu le milieu et les services secrets, quoi. Et donc, je veux dire que ce livre, il va plutôt être destiné à des personnes qui veulent s'engager comme officier traitant, ou comme agent de terrain, hein. Moi, personnellement, je ne ferai pas agent de terrain, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai vu que c'est que souffrance et renonciation à son soi, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'empathique, je ne pourrais pas, par exemple, se faire ce travail, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je vais dire que ce livre que j'ai lu, c'est mieux que le Bureau des légendes, la télévision, parce que vraiment, le lieutenant-colonel X, il éclaire vraiment bien les esprits des gens qui vont lire le livre. Donc voilà, donc c'est un livre qui est totalement différent des autres livres parce qu'il y a des dimensions, la dimension psychologique, hein, si vous êtes un peu psychologue, psychiatre. Il y a aussi la dimension tu es socialement un être, un citoyen dans la société. On voit vraiment le rôle des vrais agents, hein, c'est un rôle minable, quoi, ce qu'on voit dans le livre. L'officier traitant, c'est lui qui est le marionnettiste qui fait jouer toute la partition de musique.
Donc je vais dire, franchement, le livre, il est pas mal, quoi. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi que le livre, il a écrit un autre livre aussi, hein, le lieutenant-colonel X, la DGSE. Je vais vous mettre le lien, il s'agit d'une manipulation, voilà quoi. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, hein. Vous pourrez le trouver sur Amazon pour acheter les livres numériquement. Donc il faut savoir aussi que Mister Lieutenant-colonel, il a édité son livre sans l'accord de la hiérarchie. Il l'a publié directement numériquement. Et on comprend pourquoi, en fait, quand vous lisez ce livre, vous comprenez pourquoi la DGSE lui casse les pieds, il lui fait des misères, parce qu'en fait, les vérités, je veux dire, sont pas bonnes à dire dans le livre, quoi. Mais c'est la réalité. Moi, j'aime toujours lire de livres. Je choisis toujours mes livres où la police arrête des journalistes, où la police, par exemple, vous convoque au palais de justice, où la police enquête sur vous, vous êtes un ancien des secrets, vous écrivez des livres pour vous exprimer et pour éclairer le lecteur, mais bon, comme on l'a vu dans les livres, les secrets n'engagent que des gens qui sont bêtes, apparemment, voilà. Donc on comprend pourquoi quelqu'un qui est intelligent écrit ce livre, voilà. Mais je pense que le lieutenant-colonel, il est dans la subversion parce que la manipulation, je sais pas, hein, parce que quand je vois les chapitres, il s'y connaît bien. Mais je sais pas s'il a travaillé sur le terrain. Voilà, donc il est pas mal. Alors voilà, donc moi c'est fini. Je vous donne un rendez-vous avec le prochain ouvrage, ça sur le Mossad.